série justement d'interventions, puisqu'il y a eu bien sûr le principe de la table ronde, un dialogue qui est engagé avec, comme vous avez pu voir, parfois des petits points de divergence, mais de larges points de convergence aussi. Je vais redonner la parole dans l'ordre donc de départ pour à peu près 5 minutes, si cela convient à chacun, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Et à partir de là, donc, ça pourrait être l'occasion de rajouter un élément que vous n'auriez pu dire avant la conclusion. Stéphane, je t'en prie. Oui, je suis désolé, on est obligé de faire déplacer, mais... Oui, donc, juste une remarque rapide à laquelle me faisait penser la lutte qui était évoquée tout à l'heure, hein, des femmes de chambre de l'hôtel Ibis à propos de la sous-traitance. Et j'y repensais aussi parce que cette semaine, on a eu une initiative, un colloque organisé par la fédération CGT des services publics, où notamment on avait évoqué ce qui traversait beaucoup l'esprit des militants de cette fédération, qui est, comme vous le savez d'ailleurs, la première fédération de la CGT aujourd'hui, en nombre d'adhérents. C'était un petit peu qu'est-ce qui fait l'identité d'un milieu professionnel. En l'occurrence, il se posait la question parce que les services publics, comme vous le savez, sont confrontés, alors on pourrait dire, à des formes de sous-traitance qui sont la contractualisation. Hein, vous avez dans toute la fonction publique, dans ces trois versants, de plus en plus de contractuels, de plus en plus aussi d'ailleurs de métiers différents. Et donc ils s'interrogeaient sur finalement qu'est-ce qui fait du lien, qu'est-ce qui fait identité au travers de tout cela, sachant que pour eux, et ça me semble assez de bon sens, ce qui souvent permet de forger une résistance, particulièrement dans des secteurs professionnels, c'est justement cette force des identités. Bon. Alors, je pense qu'il faut s'interroger, c'est ce que je leur ai dit à la fois, sur qu'est-ce qui permet de construire ces identités, mais mais comment on les déconstruit aussi. Comment on les déconstruit, et quand on regarde l'expérience historique, et je pensais là aussi, et je faisais cette comparaison avec un secteur que je connais plutôt pas mal, qui est celui des électriciens gaziers, qui là aussi sont une profession à forte diversité et à fort émiettement au départ. Qu'est-ce qui a construit leur identité, historiquement parlant, notamment dans la foulée de la guerre, dans la foulée du programme du CNR qui est évoqué tout à l'heure? Il y a 3 éléments. Le premier, c'est la notion de service public déclinée au travers des nationalisations. La deuxième, ça a été l'existence d'un statut national, le même pour tous sur tout le territoire. Et le troisième, ça a été des espaces de formation communs à l'intérieur desquels se cristallisaient ces identités, à savoir pour ces électriciens gaziers, les écoles professionnelles qu'avaient créées EDF et GDF. Et quand on regarde depuis le début des années 90, la déconstruction de ces identités professionnelles via les politiques de libéralisation et de déréglementation portées dans le cadre européen et déclinées donc dans les cadres nationaux, ces politiques ont une déclinaison sous 3 formes. 3 formes qui déconstruisaient chacune de celles que je viens d'énoncer. C'est-à-dire comment déconstruire ces identités et ensuite dérouler le programme libéral qui tend à nous ubériser chacun d'entre nous et à nous diviser, si possible. La première chose, ça a été de privatiser, de détruire les services publics. La deuxième, de rétrécir le périmètre des statuts. Et la troisième, ça s'est fait chez EDF, GDF, et ils sont plus ou moins en train de le subir aussi d'ailleurs dans la fonction publique territoriale, fermer les écoles de métier. Et ben vous mélangez les 3, ben vous déroulez votre programme libéral de déréglementation avec de plus en plus difficilement des oppositions qui ont les plus grandes difficultés à se construire parce que les identités se délitent. Et donc c'est bien à cela, et en résistant à cela, c'est donc bien la résistance à ces politiques menées dans le cadre européen qu'il est nécessaire d'œuvrer pour reconstruire ces identités qui nous ont permis à un moment donné de faire, si ce n'est de faire pièce, mais en tout cas de faire digue aux avancées du capital et au moins de
rétrécir un peu le déséquilibre entre le capital et le travail. Mais tout ça, ça reste évidemment aussi à réfléchir. Et on est là pour ça. Et malheureusement, il me semble que les réflexions au plan national, notamment dans le cadre syndical, restent encore aujourd'hui extrêmement faibles, y compris d'ailleurs quand on évoque le réchauffement climatique. Tout à l'heure, ça a été évoqué à plusieurs reprises, et c'est la thématique, à juste titre, qui est volontiers aujourd'hui abordée. Mais lorsqu'on entend un dirigeant confédéral dire qu'il va rejoindre au travers de 2 journées d'action les manifestations contre le réchauffement climatique, mais sans leur donner un contenu syndical, moi ça me pose problème. Or il y a une réflexion syndicale à avoir là-dessus, parce que qu'est-ce que ça veut dire des politiques de développement durable? Ça veut dire aussi la destruction de toute une série de filières, ou de ce qui reste encore plus ou moins de quelques filières industrielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple la déconstruction ou la destruction, la fin de tout ce qui concerne l'industrie automobile, par exemple, toute une série de restructurations dans ce domaine-là. Enfin, il y a tout un contenu politique et syndical à donner à ces combats-là. Et ce contenu politique et syndical, malheureusement, il reste encore à penser. Donc, je reprends la parole extrêmement rapidement. Notre propos à Citoyens Souverains, c'est justement de penser la souveraineté à venir. Et donc, c'est vrai, quand on fait référence, voilà, sur quoi m'apostrophait Georges, à l'état actuel et comment on peut le définir, peu importe. L'important surtout, c'est de ne pas retomber dans des souverainetés qui ont été historiquement des souverainetés installant justement la bourgeoisie aux commandes, et que s'il y a des souverainetés à mettre en place, elles n'ont jamais existé et elles doivent être redéfinies. C'est pour ça que effectivement on est très attaché aux propositions de Bernard Friot, qui concrètement propose des solutions de souveraineté au travail, ce qui effectivement est central, et à aller plus loin dans les questions de souveraineté, ne nous faisons pas retomber dans la dépendance représentative, qui est un piège qui fait que la caste s'installe. Et deuxième chose, effectivement, Citoyens Souverains, j'en suis un des acteurs les plus véhéments sur le sujet. Le travail que fait Jean-Pierre Page, qui malheureusement n'est pas là, est un travail qui, au niveau syndical, décrit ce que doit être la place d'une nation sur une visée internationale. C'est-à-dire ce que lui a fait à la CGT, et que malheureusement la CGT détruit aujourd'hui via l'Union européenne, via la CES, c'est au niveau international. Je suis nationalement un syndicat, je parle avec qui je veux, quand je veux, sur les sujets que je veux. Peut-être que là ça va. Jusque-là c'est bon. Ah oui, jusque-là ça va. Ouais. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Je te laisse ma place. Bon, je ne sais pas quoi rajouter, mais à part que voilà, c'est un moment difficile qu'on est en train de travailler avec les camarades femmes de chambre. C'est que nous sommes face à un groupe qui est le groupe Accord, qui est un groupe multinationaliste qui se fait énormément d'argent sur le dos de ces femmes de chambre que je disais tout à l'heure, qui sont invisibles, que les gens ne les voient pas quand ils arrivent à l'hôtel, mais que derrière, il y a toute cette merde que laissent les clients qui sont débarrassés par les femmes de chambre. Et nous, aujourd'hui, dans ce combat qu'on est en train de mener, on sait qu'on est face à un grand groupe, qui est le groupe Accord. Mais je peux vous assurer, camarades, qu'on ne lâchera pas et qu'on est déterminé et que la force finit toujours par gagner. Et que c'est en restant faible qu'on n'arrivera pas à obtenir ce qu'on veut. Mais quand il y a la détermination, on arrivera à gagner. Parce qu'au début, on avait un peu peur de cette grève. Mais après, il y a eu le courage, il y a eu la détermination de ces femmes de chambre, comme on le connaît très bien, puisqu'elle a la chance de côtoyer, de venir sur le piquet des grèves, de côtoyer les femmes de chambre.
Et moi, je faut vous dire, ces femmes de chambre, elles ont un courage que même moi, je n'ai pas. Hein, je vais vous être honnête avec vous. Elles ont ce courage et cette détermination parce qu'à chaque fois, on leur pose la question, fatigué ou pas, ils me disent non, 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 c'est toi qui es fatigué, mais nous, on va aller jusqu'au bout. Donc, vous voyez, il y a cette détermination et ce courage. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, le groupe Accor, c'est un grand groupe, mais nous, on est prêts avec notre syndicat à les affronter jusqu'à obtenir gain de cause parce que le souci, ce n'est pas faire 2 mois de grève pour rien, mais c'est de faire 2 mois de grève pour obtenir quelque chose. Donc, vous pouvez compter sur nous, que vous aurez de nos nouvelles. Et le moment où on reprendra le travail, c'est qu'on aura obtenu satisfaction. Parce que, comme je disais tout à l'heure, merci. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le groupe Accor, je vous parlais tout à l'heure de cette camarade femme de chambre qui a été violée par l'ancien directeur. C'est que le groupe Accor lui a fourni quand même tous les moyens nécessaires, des avocats à sa disposition. Mais nous, notre malheureuse collègue qui a subi ce viol, n'a pas obtenu le moindre avocat de la part du groupe Accor et de la part de la société, pire encore, de la société sous-traitance. Donc, elle s'est débrouillée elle-même pour avoir ses propres avocats pour sortir de ce crime qu'elle a été affrontée. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, je vous invite 2 fois, camarades, à venir nous soutenir dans le piquet de grève parce qu'à ce moment, nous en avons vraiment, vraiment besoin. Des fois il fait chaud, des fois il y a la pluie, mais je peux vous assurer que même s'il pleut, les courageuses femmes de chambre, elles sont là parce qu'on est dehors. Des fois il y a du mauvais temps, des fois il y a du beau temps, mais quand il fait beau, on est là, et quand il fait pas beau, on est là. Donc, et le froid va venir, mais je peux vous assurer, même si au mois de décembre, quand il fera moins 10 degrés, on sera là parce qu'il y a cette détermination qu'on voit sur le visage de ces femmes de chambre. Chaque jour, je vois la détermination quand on le dit. La fatigue, ils me disent non, on n'est pas fatigué, on va aller jusqu'au bout. Ça montre qu'à un certain moment, quand on a subi toutes sortes de conneries de la part d'une société de mafieux qui s'appelle STN, et quand on se révolte et on sait pas, on sait que quand la personne se réveille, eh bien, on ne va pas quand est-ce qu'il va lâcher l'affaire parce que je suis sûr et certain qu'elle ne lâcheront pas l'affaire tant qu'on n'a pas obtenu gain de cause. Voilà, merci camarades, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Oui, alors je vais revenir sur une chose dont a parlé Georges Gasto. Comme certains le savent, j'ai quitté il y a 1 an la France Insoumise et en dehors des coups bas des uns et des autres, il y a un problème de fond. Et le problème de fond, ça a été le revirement de la ligne de la France Insoumise vis-à-vis de l'Union européenne. Et on a bien vu aux élections européennes la catastrophe que cela a représenté. Donc je voudrais abonder dans le sens de ce qu'a dit Georges. On ne peut pas faire d'union de la gauche, je ne sais même pas si ce terme a encore de sens, avec des gens comme Faure. J'arrive pas à me souvenir de son prénom, si quelqu'un s'en souvient. Olivier Faure. Olivier Faure, donc patron du PS, qui est une des personnages les plus malheureux de la politique française. Il ne comprend pas comment il s'est retrouvé à la tête du Parti Socialiste, parce que vu tout ce qu'il a incarné au PS, il aurait dû se retrouver secrétaire d'État sous Macron. Ouais, pas eu de bol, il se retrouve à la tête du PS et est bien embêté, mais on voit bien que son objectif est de négocier quelque chose pour 2022. Et pour ceux qui lisent entre les lignes, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de loupe, hein, on comprend assez bien qu'il veut négocier les 2-3% qui permettraient de garantir à Macron qu'il va passer. Mais c'est normal, ce sont des gens qui ont été inspirés par des think tanks, ce nom barbare, ou plutôt anglo-saxon, de Terra Nova, qui est financé par Microsoft, ou l'Institut Montaigne, créé et financé par le MEDEF, ou encore l'Institut, la Fondation Jean Jaurès. Ils ont réussi à mettre Jean Jaurès sur cette fondation néolibérale. J'ai oublié qui la finance, mais c'est du même acabit. Et là, on a un problème, et on voit bien quelle catastrophe cela a été pour l'ensemble des forces de progrès, le choix stratégique qui a été fait par la France Insoumise après les élections de 2017. C'était à 20%, partant de rien. Ceux qui ont fait la campagne de la présidentielle savent ce que ça a été. Il y avait un député, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui était député européen. Tout le reste, c'était de l'huile de coude.
C'est la campagne qui a coûté le moins cher, pourtant qui a fait 20%. Chaque voix a coûté 2 fois moins cher que les voix les moins chères des autres candidats. C'était la bonne voie. C'est celle qui allait dans le sens de la récupération du vote populaire qui s'abstient. Parce que si le peuple s'abstient et que la gauche, dans tout son ensemble, donc d'Olivier Faure, en prenant Olivier Faure et toute une partie des droitards de LV, se retrouve à 30%, ce n'est pas la faute du peuple. C'est la faute de ceux-là qui ont trahi le peuple quand ils étaient au pouvoir. Et là, on se retrouve, moi personnellement, c'est un vrai problème. En avril 2018, quand j'étais responsable international à la France Insoumise, j'étais avec Corinne Morel-Darleux, qui elle-même a quitté aussi la France Insoumise, à Vienne, à une conférence de la gauche européenne. Et nous avions demandé l'exclusion de Tsipras et de Syriza. Et où on se retrouve maintenant avec les nouveaux députés de la France Insoumise, ils siègent avec les députés Syriza et ceux de Tsipras. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc on voit bien ce qui se passe en Grande-Bretagne avec le Brexit. Ils vont tout faire. Mais d'ailleurs, soyez en passant, l'article 50 comme moyen de sortir de l'Union européenne, visiblement ça marche pas du tout, ça a été calibré pour que ce soit un pataquès complet. Mais on voit bien les efforts colossaux qui sont faits pour que ça n'aboutisse pas. Soit c'est le pistolet sur la tempe à Tsipras et tout le peuple grec en 2015, soit c'est le détournement du fonctionnement parlementaire pour paralyser un vote populaire contre l'Union européenne. Donc, s'il y a bien un dénominateur commun qu'on doit tous avoir, c'est dire non à cette Union européenne et s'y tenir systématiquement. Bien, je vais tenter de conclure de façon assez rapide parce que très naturellement, les personnes ici présentes aussi ont envie peut-être de faire autre chose. Donc, moi, je voudrais dire d'abord que pour moi, il n'y a pas forcément une contradiction insurmontable, en tout cas sur le plan logique, entre les personnes qui se méfient de l'État et celles qui, au contraire, veulent le défendre. Quel État et quel contenu de classe de l'État, quoi. Toute la question est là. Si c'est l'État qui porte l'éducation nationale, les hôpitaux, les sapeurs-pompiers, etc., bref, en un mot, les services publics, eh bien, forcément que je défends cet État-là, parce que c'est aussi sur ces bases-là que nous pourrons construire demain le socialisme avec le monde du travail au pouvoir. S'il s'agit évidemment d'un État dont le rôle principal est de matraquer les gens et de faire la guerre derrière l'OTAN, derrière l'armée européenne et je ne sais trop quoi, là je combats très naturellement du même mouvement cet État-là, et je veux demain un État... Vous savez, il y a une phrase de Lénine qui n'est pas l'étatiste primaire que l'on décrit, et qui dit très joliment à un certain moment, lorsqu'il est question du rapport entre les syndicats et le parti, qui dit les syndicats socialistes, dans un régime socialiste, les syndicats doivent critiquer l'État socialiste, et là, il souligne le mot « l'État », et défendre l'État socialiste. Et là, il souligne le mot socialiste. Ça s'appelle la dialectique. Voilà. Donc je crois que de ce côté-là, il faut absolument aller dans cette voie, que c'est pas nécessaire d'être léniniste en tout point pour comprendre qu'ici, on peut s'accrocher à ces distinctions. La deuxième chose, j'ai entendu fortement aussi ce que disait Georges. Moi aussi, j'ai suivi l'évolution de la France insoumise dans la dernière période. Nous avions d'ailleurs invité Adrien Quatennens à venir ici. Bon, il n'a pas donné suite. Nous sommes toujours ouverts au dialogue. Il y avait là tout à l'heure Pierre Boutry, avec lequel je discute à Lens dans la perspective des municipales, et qui sans doute dirigera une liste France Insoumise sur Lens. Donc nous gardons le contact avec toutes ces personnes, bien évidemment, qui sont très attachantes, très, très sympathiques et dynamiques. En même temps, évidemment, la pomme de discorde, c'est la question de savoir quelle attitude nous avons par rapport à l'Union européenne. À une certaine époque, Jean-Luc Mélenchon disait l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Mais bon, cette phrase a quasiment disparu de la campagne des européennes. Et donc, du même coup, on s'est retrouvé dans une situation où, pas tout seul, pas nous le PRCF, mais des millions d'électeurs de la France insoumise, disons, qui se sont demandé si, tout simplement, on n'allait pas vers une nouvelle mouture de l'union de la gauche. Et à ce moment-là, bien entendu, les gens ne se sont pas déplacés pour aller voter pour ça. Mais on continuera à dialoguer avec tous ces gens-là. Nous, notre position, en tout cas, elle est claire. On marche sur les deux jambes. Nous sommes à gauche, nous sommes antifascistes, nous sommes communistes. Ça, c'est la première jambe, la jambe gauche, si vous voulez. Et d'autre part,
la jambe droite, effectivement, mais pas au sens de la droite politique, au sens de l'équilibre qu'il faut avoir pour avancer, c'est la question de la souveraineté nationale, de l'indépendance nationale, donc du Frexit progressiste, anticapitaliste, internationaliste, et ainsi de suite. Et donc, à partir de là, si on est d'accord sur ces deux points, nous souhaitons le plus large rassemblement. Et là, je lance un appel. Je lance vraiment un appel. Parce que, nom de nom, il y a le feu à la maison. Il y a le feu à la maison, mais que va-t-il rester de la France, et notamment de la France du CNR, si nous continuons sur cette voie? Il faut se rassembler. Il est temps, il est plus que temps. Hein, la maison brûle. Bon, si les retraites par répartition y passent, si les statuts y passent, si les conventions collectives y passent, si tout l'acquis de 45 y passe, si moi j'y suis sensible en tant que militant du PRCF, si en particulier on laisse continuer comme ça le patronat et l'Europe, imposer dans toute l'Europe une langue unique, l'anglais, le globish managérial, au détriment des différentes langues nationales, on détruit les corps politiques aussi. Si vous détruisez les langues, vous détruisez les corps politiques. Et par conséquent, effectivement, il faut ici réagir et réagir vite. Alors, hier, nous avons eu la visite, et c'est une chose excellente, je le dis aussi à mes camarades du PRCF, à ce stand des camarades de l'ANC, de l'Association nationale des communistes. Nous avons eu la visite des camarades du Rassemblement communiste. Il y a donc des perspectives ici pour agir ensemble, y compris sur le terrain de la langue, que jusqu'ici, ces groupes, disons, n'abordaient pas, en quelque sorte. Et par ailleurs, vous avez effectivement autour de la table donc, toute une série de camarades qui, effectivement, sont de tendance et d'orientation clairement progressiste, antifasciste, etc., et qui sont tous à des degrés divers avec leurs nuances, mais c'est normal, sinon on serait tous dans le même groupe, effectivement, pour le Frexit progressiste. Et par ailleurs, je crois qu'ici, nous sommes tous pour un syndicalisme de lutte. Nous sommes tous pour un syndicalisme de combat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négocier peut-être à tel ou tel moment, mais sur la base d'un rapport de force, et pas pour éviter les rapports de force. Et c'est comme ça qu'on gagne. Et c'est comme ça qu'on a gagné en 1936, c'est comme ça qu'on a gagné en 1945, c'est comme ça qu'on a gagné en 1968, et c'est comme ça que très certainement, si vraiment on agit tous ensemble et en même temps, pas seulement dans les luttes, mais nous les militants, eh bien nous gagnerons demain. Nous ferons reculer Sarkozy. Tiens, je dis Sarkozy. Pourquoi je dis Sarkozy? Parce que vous avez vu que Macron et Sarkozy sont cul et chemise maintenant. Et je finis quand même là-dessus. Vous savez maintenant ce que fait Sarkozy depuis qu'il a quitté la présidence de la République? Il est entré au conseil d'administration d'accord, et par conséquent, lorsque les femmes de chambre se battent contre la direction d'Ibis, en réalité, leur combat est politique. Elles ont devant elles l'ancien président de la République française au service du MEDEF et de tout ce qu'il représente. Tous ensemble et en même temps, par conséquent, amis et camarades. Très complémentaire et dans le fond d'ouvrir la perspective à laquelle nous aspirons tous ici au PRCF et avec nos différents compagnons de lutte, à savoir le Frexit progressiste, la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN et du capitalisme, et ce qui bien sûr nécessite, comme l'a finalement souligné, c'est vrai, Georges Gasto l'a dit tout à l'heure, Fabien Roussel, le 3 septembre dernier, la nécessité d'unir le drapeau tricolore et le drapeau rouge. On rajoutera aussi en déchirant en même temps celui de l'Union européenne. Et avant de nous quitter, je tiens aussi à souligner que le PRCF, c'est aussi cette lutte idéologique et culturelle que nous menons. Et tout ce que nous développons comme discours, vous pouvez le retrouver à la table à travers nos ouvrages aux éditions Delga, à travers notre revue Étincelle, à travers notre mensuel Initiative communiste. Et bien entendu, pour mener le combat que nous menons, n'oubliez pas, chers aux féminins et chers aux masculins camarades, de rejoindre le PRCF. Nous allons donc terminer en chanson et après, vous pourrez, si vous souhaitez, pouvoir aborder les différents intervenants de manière privée avec des questions. Et je vous invite toutes et tous à vous lever en chantant finalement les deux chants qui accompagnent les deux drapeaux, la Marseillaise et l'Internationale.